Si on gagne, avec cette équipe-là, on va changer ce sport. Cadence, man! Essaie de Christian Domenici, c'est un génie! Trace la glace, c'est le Bombman! Vous êtes l'équipe la plus nulle que j'ai jamais entraînée! Je vais devenir la meilleure. Comme ça, je pourrais changer les choses. Nous on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Ici, on parle du sport dans le cinéma. Au Ciné Sporting Club, la Dream Team rencontre le casting. Ça pue la sueur et le popcorn. On entend les claps de cinéma répondre aux claps des serviettes sur le cul. Et les chasubles des joueurs se mélangent aux costumes des acteurs. Poussez la porte des vestiaires du Ciné Sporting Club le temps d'une causerie. Et découvrez les rapports plus ou moins étroits entre le sport et le 7e art. Bonjour tout le monde et bienvenue au Ciné Sporting Club. Bonjour Romain. Bonjour Fabien et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du Ciné Sporting Club et merci encore de nous suivre toujours aussi nombreux. Et oui, déjà 8e épisode. Eh oui, ça passe vite. Eh oui. Alors, le célèbre réalisateur Francis Weber a déclaré « La mise en scène, c'est comme le tennis. Au début, on trouve ça déjà tellement difficile de renvoyer la balle dans le court qu'on ne cherche même pas à avoir de stratégie. » Bien vu. Oui. Alors, lors de nos recherches pour ce podcast, parce que oui, hein, on le précise, faut pas croire. Ouais, on travaille un peu quand même au Ciné Sporting Club, nous avons identifié un type de film de sport qui se détache des autres, le film de tennis. En effet, alors déjà par le nombre, parce que mine de rien, c'est un sport qui apparaît souvent, mais aussi par la façon dont il sert l'intrigue. Il peut être le point central du scénario, mais aussi être utilisé pour certaines scènes seulement. Par exemple, pour mettre en avant une rivalité, un jeu de séduction ou un drame. Alors tous ceux qui ont déjà joué au tennis le savent, hein, ce sport il fait partie des plus durs psychologiquement. Dans ces duels, les joueurs n'hésitent pas à user de ce ressort pour prendre l'ascendant l'un sur l'autre, et ces rapports de manipulation et de domination sont une mine d'or pour les réalisateurs. Ouais, alors on profite donc d'être entre la quinzaine de Roland-Garros et de Wimbledon pour vous présenter en 3 sets différents traitements du tennis dans le cinéma, que ce soit le biopic de joueurs réels, la fiction tennistique ou simplement la scène de tennis. Donc l'épisode, intitulé subtilement Passing Shots, va commencer. Mesdames et messieurs, silence s'il vous plaît. Fuck, you can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line! Alors pour les films sur le tennis, on va commencer avec un premier film qui traite donc d'un biopic mais d'un personnage fictif du coup. Oui, alors un film français, 5e set, de Quentin Reynaud, qui date de 2021. Alors dans celui-ci, beaucoup de thèmes sont évoqués, hein. Il y a le crépuscule d'une carrière, le fait d'avoir touché son rêve du bout des doigts, de l'avoir manqué, puis d'avoir une dernière chance de le retoucher. Donc dans ce film, on suit Thomas Edison, voilà. Thomas Edison, celui oui. qui a inventé l'ampoule. Voilà, joueur français de tennis dans celui-là. Je sais pas s'il y a un clin d'œil, c'est vrai. Qui est donc un joueur de tennis français qui est en fin de carrière, qui est devenu un prof de tennis pour enfants et qui pourtant a été un immense espoir 17 ans plus tôt. Il se retrouve motivé à nouveau par une dernière wildcard à Roland-Garros. Alors une wildcard, c'est une invitation exceptionnelle à jouer que délivre des fois le tournoi. Donc sans rien cacher de ce milieu, Quentin Reynaud il montre une face méconnue du tennis et même du sport en général. C'est celle des laborieux, des joueurs qui sont proches de l'élite, qui peuvent humer un peu les lauriers de la victoire, mais dont le quotidien, c'est loin d'être paillettes et champagne. Et ça, il y en a une chier hein, dans le monde du tennis, quand on voit que ils sont, je sais pas, un 400e joueur mondial, il reste professionnel, et pourtant, personne n'a entendu parler de lui, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, on y aborde, alors, déjà la précocité voilà, des joueurs, aussi la phase de blessure, qui est souvent récurrente dans la vie d'un sportif. Et qui peut être fatale aussi à une carrière. Voilà, exactement. Et puis aussi la pression de l'entourage. Ça aussi, dans le tennis, ça revient souvent. Et on n'en parle pas beaucoup. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, alors ça permet d'avoir des excellents personnages secondaires, avec une notion de sacrifice comme ça de l'entourage. Alors c'est Anna Girardot qui joue la femme de ce joueur et qui le supporte au prix de leur famille, quoi. On a aussi Christine Scott Thomas en mère coach, un peu glaçante. Et puis bien sûr, personnage principal Alex Lutz, qui est grandiose et vraiment possédé par son personnage. Alors il faut savoir qu'il a eu une préparation physique
qui est tennistique, et qui passait plus, d'après ses dires, par la chorégraphie que vraiment de l'apprentissage efficace du tennis. Ouais, donc il est toujours aussi mauvais au tennis, quoi. Ouais, je pense qu'il a pas plus que ça, voilà, progressé, ouais. D'ailleurs, c'est un peu cette méthode dans le cas de Zendaya. J'ai appris qu'on disait Zendaya et pas Zendaya, okay. D'ailleurs. Tu m'apprends quelque chose. Et voilà, et de ses partenaires, dans Challengers, qui est sorti il y a pas très longtemps, de Luca Guadagnino, et qui explique être une championne du air tennis, donc du tennis pour de faux, voilà, 100 balles, et qui est donc a connu la même préparation que Alex Lutz. Pour ce film, la réalisation elle est très aboutie, je trouve. Il y a une utilisation au milieu de fausses images de télé pour rendre le tout plus réaliste. Ouais, avec les scores et tout ça. Voilà, exactement, tout l'environnement d'affichage de la télévision française, du coup, et même les vraies voix des commentateurs de France Télévisions, donc ça nous immerge de plus en plus. Donc t'as Laurent Luyat qui vient dans le film. Ouais, et je crois Chamoulot, si je me souviens bien. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, il se sert, Quentin Reynaud, de ce subterfuge pour amener de plus en plus d'images de télé et nous faire plus rentrer, enfin il nous sort quelque part du côté film pour nous rentrer dans presque un documentaire, voilà. Donc c'est un des films de sport, je trouve, les plus réussis, en tout cas en France depuis ces dernières années. Très bien, donc 5e set. À voir. Et toi, Romain, tu vas nous parler d'un film, alors à nouveau une fiction, mais avec un thème plus social. Oui, on est totalement dans le film social, en fait, avec Mika, M-I-C-A, d'Ismaël Ferrouki. Donc c'est un film de 2021. Alors, ça se passe au Maroc, donc Mika, c'est un enfant marocain qui vit dans une famille très pauvre, donc une famille défavorisée, et qui se retrouve homme à tout faire dans un club de tennis UP de Casablanca. Donc c'est son père qui lui trouve un peu ce boulot pour pouvoir aider la famille à vivre, en fait, tout simplement. Et propulsé dans la haute société marocaine, il se fait remarquer par Sofia, une ex-championne de tennis, qui est jouée par Sabrina Ouazani. Alors ce scénario, il faut savoir qu'il naît d'une rencontre du réalisateur avec un homme au parcours similaire. Ouais. Voilà, donc ça lui a donné un peu l'idée, il a voulu mettre ça à l'écran. Donc il y a un côté biopic, en tout cas une inspiration, quoi. Voilà. Donc Zakaria Inan, donc c'est l'enfant qui joue Mika. Alors il faut savoir que Mika, ça signifie plastique ou sac plastique, parce qu'au début du film, en fait, le gamin, pour justement faire vivre sa famille, il vend des sacs plastiques, en fait, comme ça à la sauvette. C'est souvent le cas au Maroc. Ouais. Voilà. Donc ce gamin, Zakaria Inan, il crève l'écran, il vient vraiment d'un milieu pauvre, donc ça touche vraiment, enfin c'est vraiment authentique, quoi, pour le coup. Et il joue vraiment au tennis, donc il a des gestes, qui sont pas truqués, quoi. Et c'est un bon acteur en plus. Donc c'est une perle rare, finalement, pour le réalisateur Ferrouki. Ouais, il a passé pas mal de temps à caster du monde. Ouais, et puis là, c'est vrai que lui, quand il a dû le trouver, ça a été l'illumination, quoi. Donc le réalisateur, donc lui, il faisait jouer donc au gamin, à Zakaria, donc des vrais matchs contre d'autres enfants pour le filmer et pour le voir vraiment s'énerver, célébrer, enfin donc tout est sincère, en fait, toutes les émotions sur le terrain sont sincères, et ça donne donc une spontanéité et un naturel très convaincant aux scènes de tennis. En revanche, Sabrina Ouazani, donc l'actrice qui joue l'ex-joueuse professionnelle, elle a été, alors même si elle a été coachée pendant plusieurs mois, elle a été doublée par une championne marocaine sur certaines scènes. Oui, voilà. C'est une autre façon aussi de faire. Alors, oui, voilà, donc c'est ça, exactement. Donc je sais pas quelle championne marocaine, exactement, j'ai pas eu la précision, mais bon, voilà, en tout cas, elle a été doublée pour les scènes de tennis. Alors le côté conte de fées du film est totalement assumé, voilà, puisque c'est une ascension sociale, donc c'est un enfant qui va découvrir un nouveau monde et peut-être sortir justement du sien défavorisé. Et il n'hésite pas, du coup, certains poncifs sur le talent inné, le parcours initiatique, etc., quoi. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, il se détourne pas des contradictions de la société marocaine actuelle. Ouais, c'est ce que je trouve bien fait d'ailleurs, parce que pour avoir été au Maroc et en plus dans ce genre de club kazaoui, qui en fait ça date du protectorat français, le décor il est vraiment fidèle, très luxueux, une ambiance un peu étrange parce que voilà, à côté de ça il y a une immense pauvreté. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, enfin je m'étais fait la réflexion là-bas, c'est que beaucoup de cours de tennis là-bas sont en terre battue, donc ce qui est quand même en général en même temps, oui et non, quoi, parce que c'est vrai que bon, déjà on peut pas faire pousser du gazon, on est d'accord. Ah non, oui, ce serait compliqué. C'était pas par rapport au gazon, c'est sûr. Voilà, mais c'est vrai que la terre battue, c'est souvent quand on trouve des cours de tennis en Afrique, c'est souvent de la terre battue, parce que c'est vrai qu'en termes d'entretien, de la terre battue plus déjà, France, c'est vrai. Il en manque pas là-bas. Ouais, voilà. c'est vrai. Et mais oui, c'est intéressant de justement, comme tu disais, de voir ce milieu du tennis dans un autre pays, parce qu'on connaît nous l'ambiance qui peut tourner autour des clubs de tennis, mais c'est vrai qu'au Maroc et dans d'autres pays, voilà, il y a aussi des clubs de tennis avec notamment des employés, donc notamment comme Zakaria. Comme Zakaria. Voilà. Donc c'est un film plutôt réaliste, donc avec un traitement qui est assez classique, mais un contexte et un décorum méconnu, ce qui le rend très intéressant.
Et les personnages principaux, donc comme je vous le disais, sont plutôt très convaincants dans leur rôle. Oui. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un bon petit film, voilà, c'est vraiment à voir. Donc Mika, de Ismaël Ferrouki. Dans la même catégorie de fiction sur le tennis, il faut noter que cette année d'ailleurs, puisqu'on sort du Festival de Cannes, à Cannes, Julie Keeps Quiet de Leonardo Van Gil, il a eu de bons retours. Je sais pas si tu as eu des retours toi Fabien. Ouais, donc, on a vu ça sur les réseaux sociaux et un bon accueil du public. Ouais, voilà, notamment donc lors de la semaine de la critique, donc c'est à suivre, voilà. Et d'ailleurs, si vous avez eu la chance de l'avoir vu pendant la quinzaine, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et nous mettre vos avis donc sur. Puis on en parlera peut-être quand on pourra le voir. Voilà, donc Julie Keeps Quiet, c'est à suivre. Qu'est-ce que vous attendez du tennis? Je sais ce que veut votre père, mais pas vous. Je voudrais être celle qui a gagné le plus de fois le tournoi de Wimbledon. Tu crois que tu vas y arriver? J'en suis certaine. Et toi, tu veux jouer comme quelle joueuse du circuit? Bah, je voudrais que les autres joueuses aient envie de jouer comme moi. Pour le troisième film, alors c'est toi Fabien qui va nous en parler. Alors c'est un film, on l'a déjà évoqué dans des épisodes précédents. Ouais. Et c'est un biopic encore. C'est La méthode Williams, qui est sorti en 2021. Alors bon, c'est marrant, là on vient de voir, 2021, ça a été une année prolifique pour le film de tennis, visiblement. Troisième film là-dessus, alors peut-être aussi sorti de confinement. Je pense qu'il y a des films qui attendaient aussi ça, donc ça a dû se jouer comme ça. Oui, donc la méthode Williams, alors là cette fois biopic mais de personnages réels, qui tournent principalement autour donc de Richard Williams, qui est joué par Will Smith, qui est joué par Will Smith exactement, qui est donc le père des sœurs Williams, très connu dans le tennis, et qui a élaboré lui une méthode pour atteindre les sommets en tennis, alors que ses filles n'étaient même pas nées. Ce qui est quand même très surprenant. Le mec a anticipé quand même. Un petit peu. Et puis alors, truc encore mieux, il y connaît rien en tennis à ce moment-là. D'accord. Voilà. Oui, donc il aurait pu choisir un autre sport, c'était le mec. Oui, et il l'a choisi en fait en voyant les primes que gagnaient les joueurs de tennis, et c'était vraiment dicté par l'argent. De manière intéressée, ouais. Okay. Donc méthode qui finalement aura été efficace, puisque Serena remportera 23 grands chelems, et Vénus 9 seulement, la nulle. Mais ce qui est déjà pas mal. Donc ça en dit long, tout ça sur l'inné et l'acquis. Excuse-moi, j'imagine, mais 32 grands chelems quand même à L2, quoi. C'est énorme. Non, c'est colossal, quoi. Ouais, donc voilà. non, mais c'est vrai, quand on se remet les chiffres, c'est un peu surprenant. Et donc un film qui forcément va parler de l'inné et de l'acquis, du talent. Est-ce qu'il est, est-ce qu'on l'a dès notre naissance ou est-ce qu'on peut l'acquérir, voilà. Je renvoie à un livre que j'ai lu de Sama Karaki qui parle de le talent, comme quoi c'est une fiction, et là ça en est un exemple, quoi. C'est-à-dire où est la dose de talent, où est la dose de parce qu'il pouvait forcing. pas, Richard Williams, il pouvait pas anticiper le talent de ses filles, donc il savait même pas s'il avait des filles ou des garçons. Donc voilà. La méthode aurait été la même peut-être avec des garçons, quoi. Oui, j'imagine qu'il avait prévu ça. Et puis ça montre aussi, c'est un film qui montre la détermination de cette famille dans un milieu qui est pas le leur, le tennis, parce que très riche et très blanc aussi, on va pas se le cacher. Ça passe aussi pour une sorte de revenge movie, quoi, de film sur la revanche sociale, tant qu'on les voit alimenter leur motivation dans les humiliations et les échecs qu'ils vont traverser. Alors les sœurs Williams, comme Jesse Owens, Tiger Woods, Lewis Hamilton, et d'autres, c'est devenu des icônes au-delà de leur sport, faut s'en rendre compte, et cela ça ne s'est pas fait sans sacrifice, quoi. Alors c'est vrai que ça a fait un gros boom, quoi, finalement, parce qu'avant les sœurs Williams, j'ai pas souvenir d'avoir vu des tenniswomen noires, et du coup, elles sont arrivées, elles ont gagné 32 grands chelems, quoi, un boom. Voilà, elles sont rentrées dans l'histoire par la très très grande porte. Et d'ailleurs, alors tout ce côté sur le sacrifice, etc., c'est un peu le problème de ce film, parce que finalement ça raconte que les bons sacrifices, tu vois. Parce que oui, alors Williams il a élevé ses filles dans le ghetto, mais il faut savoir volontairement, parce que ils ont pas grandi elles sont pas nées dans des quartiers difficiles, elles viennent de Long Beach, donc à Los Angeles, et ils se sont installés volontairement à Compton, qui est un quartier très difficile, pour qu'elles s'endurcissent. D'accord. Il s'était fait tout un imaginaire autour de ça. Et d'ailleurs, dans l'anecdote, puis l'anecdote triste, c'est que ils avaient des demi-sœurs déjà, dont une qui est décédée par balle dans ce quartier-là, quoi. Voilà, Yetunde. Et puis autre chose, ça n'aborde jamais vraiment le point de vue des filles. Ça, c'est vraiment le reproche, je trouve, au film, parce qu'au final, on voit pas qu'elles ont jamais eu le choix. On voit pas la difficulté des séances d'entraînement. Alors on le voit un petit peu, mais ça termine par une scène sous la pluie où ça termine en rigolant, fou rire. C'est vrai, ce qui ressort de ce film finalement, c'est que
Richard Williams ressort un peu comme un papa idéal. C'est très surprenant là-dessus. Alors que finalement, cette méthode-là est quand même critiquable, quoi. Ouais. Et le film aurait peut-être pu effectivement mettre un peu plus le doigt là-dessus et moins le faire passer pour ce côté héroïque, en fait, de papa héros. Et on lui doit tout. Alors c'est vrai qu'elles lui doivent probablement beaucoup. Ah ça, non mais ça n'enlève rien à ça. Mais à quel prix, en fait? Au prix de leur enfance, de leur adolescence, peut-être. Enfin voilà. Voilà, donc, c'est juste le côté luisant qu'on voit, et pas, par exemple, il y a une autre anecdote qui me vient, c'est que la mère des sœurs Williams venait payer des enfants du quartier de Compton pour les huer pendant les entraînements pour qu'elles apprennent aussi à gérer la pression. Ouais, ça peut être traumatisant. Il y avait de la un enfant. maltraitance, quoi. Enfin, on n'en est pas loin. On n'est pas loin. Donc ces thèmes, on les voit finalement plus dans un film comme 5e 7, qui ne cache rien et dont je parle plus haut. Après, dans les chose positive, Will Smith il est quand même au sommet de son art dans ce film, hein, et peut-être même un peu trop présent. Il éclipse finalement les deux actrices que sont Demi Singleton et Sanya Sidney, qui jouent ses filles et qui sont aussi assez extraordinaires. Oui, tout à fait. Voilà. Alors après, le film parle vraiment du père, parce que bon, c'est la méthode Williams, mais c'est vrai que ça dénonce, je pense, pas assez effectivement cette méthode-là. Alors ça la montre, c'est intéressant parce que ça nous apprend effectivement. Alors on sait pas le vrai du faux finalement, sûrement l'histoire a été édulcorée. Il y a eu sûrement des passages un peu plus compliqués dans la famille, quoi. Voilà. Et en plus, combien finalement d'enfants subissent finalement cette méthode-là pour finalement jamais arriver au sommet. Sans aucun résultat, voilà. Exactement. Donc c'est vrai que ça met aussi le doigt là-dessus. Donc un film à voir, parce que vraiment passionnant sur tous ces côtés-là, à voir en sachant aussi peut-être le côté, la face cachée un peu de tout ça, et puis voilà, allez-y, hein, vraiment, faites-vous votre propre idée, pardon. Donc Romain, tu vas nous parler d'un film où justement le sport permet de mettre en lumière un problème de société à l'époque en tout cas. Et pas qu'un d'ailleurs, puisque donc ce film on en a parlé déjà plusieurs fois, c'est Battle of the Sexes de Jonathan Dayton et Valerie Faris, donc film de 2017. Donc dans ce film, c'est avec Emma Stone et Steve Carell. Donc Emma Stone joue Billie Jean King, donc une tenniswoman des années 70. Et donc alors celui-ci, donc ce film, on pouvait pas passer à côté, bien entendu, puisqu'il s'agit du film qui décrit l'impact du sport sur la société, justement, sur la société même. Pour remettre dans le contexte, nous sommes au début des années 70, et la joueuse donc de tennis Billie Jean King, alors aucun lien avec la chanson de Michael Jackson. Hein. Ouais, d'accord, ok. Faut se poser la question. Donc Billie Jean King, donc qui est interprétée donc par Emma Stone, elle est au top de sa carrière, elle vient de remporter 3 grands chelems. Mais pour elle, ce succès met encore plus en avant le fossé qui sépare les joueurs des joueuses, et elle décide de s'engager pour réduire ces inégalités. Donc le film prend totalement même une tournure féministe, notamment donc avec l'égalité homme-femme, puisque Billie Jean King en fait a créé une association en voyant que les femmes touchaient à peine 10% des primes de ce que touchaient les hommes, alors que les finales ramenaient autant de monde que les hommes, a décidé de créer un syndicat en fait de joueuses, et elles se sont fait exclure pour ça de la société, enfin de la fédération américaine quand même de tennis. En plus de ça, il y a aussi l'homosexualité qui est traitée. C'est vrai. Puisque Billie Jean King a fait son coming out en cours de carrière. Voilà, bon, alors c'est traité dans le film, mais c'est pas vraiment ce qui est pas le point central. C'est pas le point central du film. Ouais. Le point central, c'est vraiment l'égalité homme-femme, puisque donc l'histoire, pour vous la faire courte, c'est un joueur, Bobby Riggs, un ancien numéro 1 mondial des années 40, qui provoque, alors qu'il y a la cinquantaine et tout ça, mais qui en gros provoque Billie Jean King et les joueuses de tennis en général, en leur disant que de toute manière, même à 55 ans, ils pourraient se battre n'importe quelle femme, et que l'âge ne fait rien, c'est juste le sexe qui fait justement la force. Donc du coup, il la met au défi dans un match de tennis, voilà. Et la bataille des sexes, hein, c'est comme ça que ça va être surnommé par les médias à l'époque. Oui, c'était le vrai terme qu'ils avaient utilisé pour en faire un événement. Voilà, et alors c'est un événement qui à l'époque a été énormément suivi, hein, mais surmédiatisé, donc ça a été vraiment la bataille des sexes, ça a été vendu comme ça. Donc Bobby Riggs, donc qui est joué par Steve Carell très bien, parce que justement il surjoue un peu ce côté macho avec des punchlines tellement sexistes. Enfin voilà, il est infect, voilà. Et
Pourtant, bizarrement, c'est pas Billie Jean King, c'est pas cette personne-là qu'elle va combattre le plus. Lui, c'est un peu un bouffon. Enfin, il veut faire parler de lui, mais à travers ce combat, à travers ce match, elle va surtout se battre contre d'autres pontes du tennis à l'époque qui étaient totalement sexistes. Ça, c'est un film. Voilà, je vous le conseille. Battle of the Sexes. C'est du très bon. C'est avec 2 très bons acteurs. Allez-y. Continuez, Bobby. Plus vous nous débinez, plus la défaite sera douloureuse. Mais je suis la numéro 1 mondiale. Pourquoi je perdrais contre vous? Parce que les dinosaures savent pas jouer. Comme on dit, le match show must go on. Fabien, tu vas nous parler d'un film où là, par contre, le tennis n'est pas central, mais c'est un point d'appui. Exactement, oui. Alors, c'est Match Point de Woody Allen, film de 2005 déjà. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que Woody Allen, qui au premier abord n'a pas de lien avec ce sport, voire avec le sport en général. Voilà, il va se servir justement, ce dont on parlait dans l'intro, de la dramaturgie du tennis pour mettre en relief celle de son film. Un peu comme dans Challengers, voilà, qui est sorti cette année, le tennis sert de toile de fond à une sorte de triangle amoureux. Contrairement à ce qu'on peut suggérer, la raquette de ping-pong sur l'affiche, oui, parce que c'est une raquette de ping-pong. Jonathan Rhys-Meyers, l'acteur, incarne donc bien un prof de tennis qui est issu d'un milieu modeste et qui est embauché dans un club d'un quartier très bourgeois de Londres. Alors là, on peut faire une petite boucle avec Mika dont tu as parlé tout à l'heure. Il y a un petit peu de ça. Il accède ainsi à un monde qui était hors de sa portée et bien sûr, il tombe amoureux plusieurs fois, vous l'aurez compris dans le film, et s'embourbe dans ses affaires sentimentales, et ça aussi vous le verrez, il s'embourbe pas qu'un peu. Oui, bon, ça c'est typique de Woody Allen, vraiment de... Voilà, ça va un petit peu loin. C'est ça. Donc, on n'est clairement pas dans un film purement de sport, mais c'est un mix entre une romance, un drame et même un thriller, dans cet ordre. Le sport, il est utilisé juste comme une allégorie un petit peu en arrière-plan. Alors, c'est là, ça parle de l'ascenseur social en fait pour ce personnage, mais aussi un parallèle avec la vie en général, qui est symbolisé alors là avec le service. Donc ça montre que ceux qui ont les meilleures cartes en main, en gros au début, ont de plus grandes chances de l'emporter, mais aussi avec la lette. Alors les amateurs de tennis, vous le savez, c'est lorsque la balle touche légèrement la bande du filet et donc peut tomber soit d'un côté, soit de l'autre, un peu comme la chance dans la vie. Il est souvent cité parmi les meilleurs films de Woody Allen, et c'est lui-même qui le dit. D'accord, moi je l'aurais pas mis dans mon top, mais ouais, alors il est moi bon, j'aime beaucoup. Après il y en a tellement. Je suis pas expert, j'avoue que je les ai pas, je vais pas faire genre je les ai tous vus, mais c'est vrai que j'ai trouvé très réussi aussi, quoi. Alors on se tournera bien sûr vers d'autres films si on veut voir du tennis, vous l'aurez compris, car les scènes sont un petit peu rares et puis voilà, il y a pas un travail comme les autres sur la scène tennistique. C'est pas le but. Non, voilà, c'est pas du tout le but. Ça marquera mine de rien la première collaboration de Woody Allen avec Scarlett Johansson, dont on comprend bien à la façon dont il la filme qu'il tombe complètement amoureux, et puis il nous force aussi un peu à l'être, quelque part. Et avec qui il fera 2 autres films, il y a Scoop et puis Vicky Cristina Barcelona. Donc un film de sport et un début de collaboration entre ces 2 monstres d'Hollywood. Voilà. Film de sport mais pas sur le sport, du coup. Exactement. D'ailleurs, dans le même genre de films qui utilisent le tennis un peu comme point d'appui sans forcément traiter le sujet, on a La famille Tenenbaum de Wes Anderson aussi. Ouais, excellent aussi. Voilà, de 2001. Oui, Wes Anderson, moi je suis un fan invétéré, donc mais celui-là, voilà, c'est vrai que c'est du très bon et le tennis a une place importante, même si c'est pas le propos du film. Voilà, c'est un peu en décalé, exactement. Voilà. Et pour parler aussi d'autres films dont on aurait aimé parler, mais on n'aurait pas le temps, il y a aussi Borg McEnroe, qui est un film à voir aussi, biopic donc sur les 2 joueurs et sur la rivalité, notamment à Wimbledon, et du changement que ça a pu faire aussi dans le tennis, tout simplement. En fait, à quel point ça l'a amené voilà, très haut dans la médiatisation, voilà, médiatisation, ouais. Exactement. Alors, la joueuse américaine de tennis, je sais pas si tu te rappelles, Chris Evert, elle avait dit au tennis, à la fin d'une journée, on sait si on est gagnant ou perdant. Et alors, c'est exactement l'inverse qui se passe dans un film dont tu vas nous parler. C'est clair, puisqu'au tennis, finalement, c'est pas toujours à la fin de la journée qu'on sait.
Voilà, puisqu'on se rappelle notamment, on en avait parlé donc de la rencontre entre Mayu et Isner de Wimbledon, donc qui avait duré 14 heures, quoi, je crois, à peu près. Un petit peu, ouais. Voilà, et donc qui a été parodié dans un court-métrage que je trouve excellent, qui s'appelle Seven Days in Hell, donc 7 jours en enfer, avec Andy Samberg, donc qui joue dans Brooklyn Nine-Nine, pour ceux qui suivent la série, et Kit Harington, celui qui joue Jon Snow dans Game of Thrones. Ouais. Alors, ce qui est génial dans ce film, c'est que c'est une parodie, clairement, de ce match-là, puisque on va suivre un match de tennis. En fait, tout le film se déroule sur un match de tennis, donc là, pour le coup, c'est central, hein, puisque là, on est en plein. Il n'y a que ça, à part quelques scènes de flashback en mode un peu interview, documentaire, voilà, des deux joueurs, pour savoir d'où ils viennent. Donc, ça reprend tous les codes, finalement, du film de sport, avec le côté rivalité de deux personnages que tout oppose, voilà, qui ont rien à voir. En même temps, alors c'est burlesque comme ça, on peut plus, c'est-à-dire que ça va vraiment faire tirer. Le match dure 7 jours là, dans le film. Voilà, donc au début c'est drôle, il y a des gars qui sont drôles, et à la fin ça devient vraiment du grand n'importe quoi. C'est du what the fuck, c'est-à-dire voilà, on fait tirer. Donc ça dure à peu près 45 minutes, 50 minutes, mais c'est vraiment très drôle, et on n'arrête pas de se prendre la tête dans les mains dans le film, tellement on se dit mais en fait jusqu'où ça va aller, quoi. En fait voilà, on va pas arriver le bout. Ouais, c'est pas mal, c'est qu'au début voilà, ça reprend un peu des choses dans le tennis qui font qu'un match peut traîner, peut durer, et puis à la fin ça devient voilà, il y a pas des aliens qui arrivent, mais pas loin, quoi. Voilà, en gros voilà, donc Seven Days in Hell, si vous avez l'occasion de trouver une plateforme qui le diffuse, regardez-le, c'est 40 minutes de bonne rigolade, quoi. Le tennis permet de montrer un sport de combat, mais sans le sang. Les origines pour le moins bourgeoises de ce sport ont permis au réalisateur de créer des décalages entre l'aspect poli et lissé de cet environnement très codifié et la violence des enjeux, quoi. Victoire, pouvoir, séduction, et puis j'en passe et des meilleurs. De plus, il s'agit du sport individuel le plus populaire au monde, ce qui signifie que la pyramide de la réussite est peut-être une des plus dures à gravir. Voilà. Alors notamment, donc c'était un milieu bourgeois, mais on voit de plus en plus aujourd'hui des joueurs qui sortent de milieux plus modestes, quoi. Mais encore pas... C'est pas encore gagné. Voilà. Ça commence. Et donc les échecs et les laissés pour compte qui en découlent donc permettent de mettre en lumière une dramaturgie qui est très crue, car la solitude des protagonistes sur le court n'en est que plus présente. Ça fait peur de penser que tant de choses échappent à notre contrôle. Dans un match de tennis, il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet, où elle peut soit passer de l'autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance, elle passe, et on gagne. Ou peut-être qu'elle ne passe pas, et on perd. Et bien voilà, nous arrivons au moment de En Tribune dans ton canapé, coup de cœur du Ciné Sporting Club. Et Fabien donc va nous donner une recommandation, pas sur le tennis, mais sur un sport de raquette quand même. Oui, alors pour faire référence à la blague de Coluche, cette fois on va monter sur la table, puisque je vais parler de ping-pong avec le bien nommé Ping Pong Summer, film de 2014 de Michael Tully. Alors c'est une petite comédie feel good, comme on aime de temps en temps, c'est-à-dire pour se sentir bien, pour les francophones radicaux qui nous écoutent. Alors c'est bien avant le retour de la mode des années 80, notamment grâce à la série Stranger Things. Ce film nous propose de replonger dans ces moments-là avec une certaine nostalgie, en tout cas pour les gens de notre génération. Donc il nous parle de Rad Miracle, un ado solitaire qui est obsédé par le ping-pong, et oui, et qui va passer ses vacances en famille à Ocean City, où il rencontre la jolie Stacy Summers, mais aussi les caïds locaux qui lui tournent autour. Ça sent le gros scénario, là. Ah, tu le vois arriver. Donc quoi de mieux pour régler un conflit entre mâles alpha boutonneux et conquérir ainsi la belle qu'une bonne partie de tennis de table. Voilà. Donc entre la nostalgie et la parodie des années 80, avec une bande-son originale d'époque qui passe toute seule, vous allez l'adorer, quelques jolies idées de scénario, et quand même quelques scènes de ping-pong, on est là pour ça. Il a été dans la sélection du Festival de Sundance 2014, donc c'est le festival américain de films indépendants, avec au casting aussi Suzanne Sarandon, alors que moi j'adore, et qui est à l'affiche, mais on la voit pas tant que ça, finalement c'est un peu trompeur sur la marchandise, et Lea Thompson, qui est la maman version jeune de Marty McFly dans Retour vers le futur. Okay. Voilà, donc encore un petit clin d'œil de l'époque. Ouais, c'est clair. Voilà, donc un teenage movie qui peut être un peu cliché parfois, mais qui se regarde sans peine, surtout si on a connu les années 80. Et oui.
Et voilà, jeux, 7 et match pour le 8e épisode du Ciné Sporting Club. Allez. Voilà, donc oui, donc... ah oui, on fait des effets là maintenant. Donc évidemment, on vous invite comme d'habitude à nous retrouver et à réagir sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, X et même YouTube. Voilà, vous pouvez toujours nous retrouver sur vos plateformes de podcast préférées et notamment répondre sur les réseaux sociaux à la question de la semaine. Fabien. Et bah cette fois, on va avoir un peu besoin de vos talents de directeur de casting. On imagine pour un film qui vous voyez jouer Nadal, Federer ou Djokovic. Ah, pas évident, ouais. Ah ouais, on est à votre imagination. Je sais déjà, c'est pas évident, ouais. Ouais. Donc qui pour jouer Nadal, Federer ou Djokovic? Merci à tous, et donc à bientôt pour le 9e épisode du Ciné Sporting Club, où là, on va parler de films pas très bons, puisqu'on va traiter des nanars. À bientôt. À bientôt, au revoir.